Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité, un séminaire organisé par la CCI ce matin. Une rencontre proposée aux chefs d'entreprise pour apprendre à sécuriser les relations commerciales et internationales. Emmanuel Dub présentait ce matin le projet de marina de l'étang du Gosier, un projet réalisé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. La santé pour tous, l'Institut martiniquais du sport accueillait aujourd'hui une rencontre sur la coordination des politiques et des financements au service de la promotion de la santé. Notre invité ce soir est Gérard Bouot, militant d'Amnesty International et membre du groupe 421 en Martinique. Bonsoir Monsieur Bouot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous retrouvons tout à l'heure. En bref, pour commencer cette édition, il va falloir comprendre les faits, reconstituer la scène et répondre à de nombreuses questions concernant le drame qui s'est déroulé dimanche dernier au petit matin devant le paparazzi. Johan Kandal, surnommé Cancan, a été mis en examen aujourd'hui pour homicide et port d'armes de catégorie B. Ce Martiniquais de 30 ans, connu dans le monde de la nuit et de la sécurité, n'aurait pas nié avoir tiré à plusieurs reprises dans la boîte de nuit. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos. Cette nuit-là, une première altercation avait eu lieu dans une autre boîte de nuit du Lamentin, avant d'arriver devant le paparazzi. Le bilan de cette fusillade est lourd, 25 coups de feu échangés, 2 blessés et 3 morts. Ronaldo Saint-Philippe, donc 34 ans, Eddie Jean-Zéphirin, 33 ans, et Carita Medélis, une jeune femme de 27 ans, proche de ce dernier de Cancan. Qui a sorti son arme en premier? Qui a tiré en premier? Autant de questions que les investigateurs éclairciront. Les autopsies des corps des victimes auront lieu cette semaine. Le procureur de la République, Éric Cordeau, a ouvert une seconde enquête sur la sécurité et les collectivités. Elle déterminera comment les personnels de sécurité étaient employés et rémunérés. En effet, autre élément surprenant, Ronaldo Saint-Philippe et Johan Kandal, connus pour être constamment armés, étaient employés de collectivités territoriales. Le premier travaillait au conseil régional et le second était chauffeur du maire de Basse-Pointe, poste qui lui avait permis de bénéficier d'un aménagement de peine sous bracelet électronique. L'actualité économique maintenant. Un séminaire « Sécurisez vos partenariats export » était organisé à la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI a invité ce matin les chefs d'entreprise à une rencontre pour connaître les outils essentiels pour sécuriser les relations commerciales à l'international. Un reportage de Walter Pintor. La CCI a invité les chefs d'entreprise à participer à un séminaire intitulé « Sécurisez vos partenariats export ». Ce séminaire était destiné aux dirigeants ou collaborateurs de PME-PMI ayant engagé un développement à l'international ou prévoyant de le faire à court terme. L'objectif est de permettre à des entreprises de sécuriser la création puis le développement des partenariats export en maîtrisant le choix du mode d'entrée et le recrutement du bon partenaire, la construction d'une stratégie de partenariat attractive, l'exploitation efficace des leviers du partenariat. À cette occasion, M. Lemet, spécialiste en développement international, a fourni les outils essentiels pour sécuriser les relations commerciales à l'international durant la matinée et un accompagnement individuel était assuré dans l'après-midi pour les chefs d'entreprise qui le souhaitaient. J'interviens donc auprès de la Chambre de commerce de Martinique pour le compte de Business France dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'Outre-mer et j'interviens sous la casquette de Formatex, qui est l'organisme de formation qui anime les séries de formation dans le cadre de ce dispositif. Formatex étant un organisme de formation spécialisé en développement international. Pour ma part, j'ai une expérience de directeur export dans l'informatique et j'ai créé ma propre structure il y a plus de 20 ans pour partager mon temps entre du conseil et de la formation à l'export. Donc l'atelier que nous avons fait ce matin porté sur le thème de la sécurisation des partenariats à l'export. Donc grosso modo, on a d'abord travaillé sur un panorama des différentes formes de présence à l'international pour une société exportatrice. On a regardé ensuite comment prospecter et comment rechercher et aussi comment recruter un partenaire en définissant un portrait robot idéal.
Et puis, on a parlé de la sécurisation des partenariats au niveau stratégique, au niveau opérationnel, et puis aussi au niveau juridique. Sachant que, bien sûr, dans les contrats, même s'il faut savoir être souple, il y a des points qu'il faut impérativement verrouiller. Cette journée de séminaire était une première sensibilisation pour les chefs d'entreprise qui pourront aller beaucoup plus loin dans leur démarche une fois que leurs entreprises auront bien développé leur activité de partenariat à l'étranger. Une opération des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Fort-de-France a permis le 4 décembre dernier de saisir une importante quantité de stupéfiants et une arme de poing. Lors de la perquisition dans une maison du quartier Vieux-Pont du Lamentin, 23 kg de cocaïne et 20 kg d'herbes de cannabis ont été retrouvés dans une malle métallique enterrée dans le jardin. Appuyés des militaires du peloton d'intervention de Trinité et du PSIC de Fort-de-France, les enquêteurs ont interpellé 2 individus sur place au moment de la perquisition. 2 individus de nationalité sainte-lucienne en situation irrégulière. La coopération des services a permis de confirmer l'existence d'un trafic interile et de dater le débarquement des produits stupéfiants sur nos plages le 4 décembre au matin. Le projet de marina à l'étang Zabrico. Ce matin, la maquette du projet de l'architecte Jean-Michel Wilmotte était présentée à la presse réunie à Schœlcher pour l'occasion. Des aspects économiques et sociaux ont également été abordés. Manuela Montlouis était sur place. L'étang Zabrico est un quartier de Fort-de-France qui suscite l'intérêt. La création d'un port de plaisance a créé des projets d'aménagement de marina. Ce matin, ont été présentés les aspects immobiliers, économiques et sociaux du projet réalisé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. C'est d'augmenter la capacité d'accueil de bateaux de 600 places supplémentaires, plus 110 places en rack à bateaux, et également un terminal de croisière qui permette de pouvoir avoir l'accueil de bateaux type le Ponant, le Club Med, environ 780 logements. Il y a des bureaux, également de l'activité qui est liée à la marina, mais tout ce qui est polluant et odorant est sur l'arrière de la zone et non pas devant et surtout pas sur les quais. Ce qui est important sur la zone, un hôtel 5 étoiles plus, donc sur cet hôtel, c'est effectivement de pouvoir faire un projet suffisamment emblématique pour qu'il soit connu et qu'il rayonne dans le monde et que ça puisse permettre à la Martinique de pouvoir en profiter et d'être accueilli par un phare de la paix. Donc le phare de la paix, il y a le mur de la paix qui existe au Champ de Mars à Paris, les portes de la paix à Hiroshima, on aurait le phare de la paix à Fort-de-France. Toute la question a été de se dire comment faire pour pouvoir permettre à la Martinique de se positionner dans le bassin caribéen pour réussir à avoir sa part du marché économique, pouvoir continuer à avoir une croissance dans un arc caribéen qui est quand même assez concurrentiel. Pour ces architectes, désireux de voir réaliser un tel projet, la construction d'un bâtiment de dépotage entraverait la création d'une marina digne de ce nom à l'étang Zabrico. Moi, je trouve ça très dommage parce que là aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ôter toute possibilité à un projet d'ensemble d'intervenir. Et je pense que là, il est temps de se poser et puis de regarder ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que c'est un bâtiment de 15 mètres de haut qui part à 22 mètres au-dessus du niveau du sol, donc qui sera extrêmement visible. Et effectivement, ma question est de savoir pourquoi notre projet d'ensemble n'a pas été présenté aux élus. Le port de plaisance actuel, financé par la CACEM, se veut à la fois un outil économique en faveur du développement de l'activité nautique, source d'emploi, mais également touristique, vitrine du littoral martiniquais. L'augmentation de la précarité, l'augmentation des inégalités sociales, le combat de faire de la santé l'affaire de tous et de créer une articulation efficace entre politique publique, coordination et territoire. Le PREM PRC Martinique organisait aujourd'hui sa journée régionale annuelle en lien avec l'ARS, une rencontre centrée sur la coordination des politiques et des financements au service de la promotion de la santé. Jean-Pierre Zabulon était à l'Institut martiniquais du sport. Chaque année, la PREM organise sa journée régionale annuelle en lien avec l'ARS Martinique sous forme de séminaire à destination des acteurs de terrain portant sur l'actualité en matière de la promotion de la santé. Cette année, en lien avec la politique de territorialisation de l'ARS Martinique, cette rencontre sera centrée sur la coordination des politiques et des financements au service de la promotion de la santé. Nous avons une rencontre des partenaires de notre pôle de compétences. Le pôle de compétences est un réseau d'acteurs. C'est une plateforme de services qui permet donc d'améliorer la qualité des projets qui sont menés sur un territoire, justement par la contribution de différents partenaires. C'est une rencontre régionale qui est annuelle. Nous avons une rencontre par an. Cette année, elle est particulière
particulière parce qu'elle vient en soutien à la politique de territorialisation qui est menée par l'Agence régionale de santé. Donc il s'agit de mettre en place donc, des rencontres, des acteurs qui interviennent dans le domaine de la prévention, de la santé et du social, qu'ils partagent par rapport à leurs actions et puis qu'ils donnent une réponse concertée par rapport aux besoins qu'on retrouve sur les territoires de proximité définis par l'Agence régionale de santé. On est bien dans une démarche de promotion de la santé, donc ce sont des acteurs qui viennent du social, de la prévention, mais également d'autres domaines. Nous avons la DUAM qui était présente, qui a présenté justement son observatoire territorial. Nous avons la Caisse générale de sécurité sociale également qui est présente. Donc nous avons la DRJSCS également. Donc nous avons plusieurs acteurs qui viennent de domaines différents. Mais on se rend compte que les problématiques sont communes. Par contre, nos missions sont, on va dire, très différentes. Par contre, on a toujours l'objectif commun de faire mieux pour la population, pour améliorer la qualité de vie des. Ainsi, tous, les élus, institutionnels, associatifs, opérateurs de terrain, avez votre rôle à jouer en matière de la promotion de la santé. Les scientifiques de Biosphère L3MA ont présenté les sciences expérimentales sur le pôle Martinique de l'Université des Antilles. Il en ressort un certain dynamisme, un reportage de Manuela Montlouis. L'Université des Antilles porte en son sein une effervescence et un dynamisme dans de nombreux domaines scientifiques. C'est ce qu'il en ressort de la journée portes ouvertes des sciences expérimentales du pôle Martinique. Les scientifiques n'ont pas hésité à faire visiter leur laboratoire, spécialisé en physico-chimie, en phytochimie ou encore en biologie cellulaire et moléculaire. Nous travaillons énormément, bien que très récemment créé, puisque comme je vous ai dit, il y a 5 ans à peu près qu'il existe. Nous avons déjà de nombreuses publications internationales, nous avons déjà déposé des brevets, nous avons des résultats qui sont reconnus au niveau international. Le L3MA est un laboratoire appliqué, c'est-à-dire que l'objectif est de valoriser la biodiversité au service de problématiques locales. C'est-à-dire, notre maxime, c'est un petit peu trouver des solutions locales à des problèmes locaux. Donc l'équipe est principalement composée de physiciens et de chimistes et l'objectif est donc de valoriser notre biodiversité. Donc, par exemple, on travaille sur des molécules qui ont comme propriété des propriétés anticorrosives. Ces chercheurs de l'université mobilisent leurs compétences pour accompagner l'avenir et le développement régional, à l'exemple du travail important fait sur la goyave, dont l'impact agroalimentaire est incontestable. Nous avons, au niveau de la goyave, sélectionné des variétés et étudié en fait la structure, la texture de la chair du fruit, dans l'objectif en fait de fluidifier cette structure pour obtenir un pur jus de goyave. Un pur jus de goyave, c'est-à-dire un produit que l'on peut boire et qui ne contient ni sucre ni eau. Et nous avons obtenu ce produit qui est breveté aujourd'hui et qui est en phase d'acceptabilité des consommateurs pour une production industrielle. Alors c'est une première mondiale puisque ça n'existe nulle part ailleurs. En définitive, les chercheurs des laboratoires du département scientifique et interfacultaire du pôle Martinique sont des moteurs essentiels du développement économique de la Martinique en assurant la qualité du lien entre la formation, la recherche et les entreprises. Retrouvons maintenant notre invité, Gérard Bouot, qui, je vous le disais tout à l'heure, est militant pour Amnesty International. Ce mouvement mondial œuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits humains. Monsieur Bouot, bonsoir. Bonsoir. Alors, la France, le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale des droits humains et l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Quel est l'état aujourd'hui dans la réalité française des droits de l'homme ? Vous avez dit déjà, France, pays des droits de l'homme, nous on souhaiterait que ce soit le monde qui soit le monde des droits de l'homme. C'est pas le cas. Donc effectivement, là, aujourd'hui, les droits sont menacés partout dans le monde. Il n'y a pas de pays qu'on ne peut pas pointer pour une raison ou pour une autre, puisqu'il y a des violations qui sont liées, par exemple, à la personne humaine, ne serait-ce que la torture. La torture est une violation qui est extrêmement pratiquée dans beaucoup de pays. L'actualité nous montre aussi des scènes de guerre, de conflits armés, avec déplacement de populations civiles, donc des réfugiés. C'est une réalité
assez général. Il y a les violences qui sont faites à des minorités, des violences qui sont faites aux femmes. Donc c'est extrêmement vaste. Et alors, excusez-moi de vous couper, y a-t-il des points précis sur lesquels Amnesty International œuvre et mène des actions ? Amnesty International au départ se limitait à la liberté d'expression parce que on était dans un pays, Amnesty International date de 1961, international, je dis bien, puisque là le groupe Amnesty Martinique qui est en fait affilié à la section française, puisque Amnesty a des sections dans une centaine de pays aujourd'hui, disons que je vous demandais si Amnesty International... Enfin non, voilà, on va repartir, excusez-moi. Oui. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que, vivant en Martinique, étant militant pour Amnesty International, Amnesty ne vous permet pas d'œuvrer sur le territoire. Amnesty, justement, ne permet pas d'intervenir sur le territoire national. C'est-à-dire qu'Amnesty France ne peut pas intervenir, prendre en charge des cas de violation de droits humains en France. C'est pour assurer une indépendance ? C'est pour assurer son indépendance vis-à-vis des gouvernements, bien sûr, parce que sinon on apparaît comme un groupe politique, et donc ça dessert l'action. Il faut pouvoir être impartial, et impartial au niveau politique, impartial aussi au niveau financier. Donc Amnesty, par contre, en France, se préoccupe beaucoup de questions qui sont liées à des violations qui sont courantes, par exemple les violations en direction des femmes, violation conjugale, violation des droits des citoyens face à la justice, les violations qui sont, par exemple, ce qu'on appelle les bavures policières. Donc parce que nous avons des lois en France et Amnesty intervient pour que ces lois soient respectées. Il y a des déontologies dans toutes les professions. Et au niveau des droits, les droits doivent être respectés. C'est ça. On attire donc l'attention. Et en plus, Amnesty travaille avec l'État pour faire évoluer, améliorer les législations, les lois qui garantissent les droits humains dans le pays. Mais alors, voyez-vous, connaissez-vous une évolution sur, par exemple, les 10 dernières années de l'état des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme en France, sur le territoire français? On pourrait dire qu'il y a une évolution, mais tout à l'heure je disais que justement c'était la liberté d'expression, mais maintenant Amnesty travaille sur tous les droits humains. Oui, c'est ça. Justement, on a mis du temps à comprendre qu'effectivement les droits humains, c'était pas seulement une liberté d'expression, aujourd'hui ce sont des droits économiques, ce sont des droits sociaux, ce sont des droits culturels, ce sont des droits politiques. Ce sont des droits civiques. Donc, il y a énormément de champs sur lesquels il faut intervenir. Et en France, quand on voit, par exemple, la pauvreté qui s'installe, la précarité qui s'installe, il y a des droits qui ne sont plus garantis. Le droit au travail, qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est pas garanti aujourd'hui. Non. Le droit à la santé est menacé. Le droit au logement. Le droit à l'éducation aussi. Oui, des droits fondamentaux. Donc vous voyez, il y a des atteintes tous les jours. Bon, on ne peut pas comparer la situation des droits en France et la situation des droits dans certains pays qu'on ne va pas nommer là parce qu'il y en aurait trop. Oui. La situation est certainement plus critique ailleurs, mais elle est préoccupante en France. On ne peut pas laisser faire ce qui se passe. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bouot. C'est la fin de notre édition. Retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Libre Antenne en direct. Bonne soirée sur ETV. À demain.